Très rapidement, la santé numérique, c'est un domaine qui est émergent, qui commence à peine à être enseigné en faculté de santé. La curiosité, en fait, c'est qu'en 10 ans, on est passé d'un exotisme des applications en santé, que ce soit de l'intelligence artificielle de l'époque ou des solutions numériques dans les téléphones. Exotisme parce que finalement, on n'avait pas de niveau de preuve, on ne savait pas réellement si ça allait fonctionner, s'il y avait à avoir une visibilité clinique, un résultat clinique. Et là, depuis quelques années, on a des études randomisées qui rendent leurs premiers résultats, de sorte que dans certaines indications, on va le voir, la santé numérique devient un standard de soins, et c'est notamment le cas en cancérologie, on va en reparler avec la télésurveillance. Donc là, maintenant, on a un niveau de preuve clinique qui s'accumule dans plusieurs domaines, y compris dans ce qu'on appelle les thérapies digitales, c'est-à-dire des applications ou des solutions, comme par exemple des casques de réalité virtuelle, qui montrent une supériorité en termes de bénéfices sur les douleurs, par exemple, vis-à-vis de certains traitements ou certaines prises en charge. Alors l'intérêt de la santé numérique, et on vient de le dire, c'est qu'elle ne remplace pas le médecin, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil supplémentaire qui rend le médecin et le professionnel de santé, comme on dit, augmenté, meilleur, plus efficace, plus performant. On peut parler d'exemples de cette santé numérique, de ces outils numériques dans les maladies chroniques en termes de détection précoce, en termes de prévention aussi. Et ensuite, on va voir, une fois qu'on a une maladie chronique, eh bien, on peut utiliser ces outils dans le cadre de ce qu'on appelle la télésurveillance. Alors, les outils numériques pour la détection précoce de pathologie, on va prendre deux exemples aux deux extrêmes de la vie, la naissance et puis la vieillerie, le vieillissement. Concernant la naissance, il y a des maladies chroniques qui apparaissent dès la naissance, comme les troubles du neurodéveloppement, ou en tout cas qui vont apparaître très tôt après la naissance. Et il y a des applications dont l'objectif est de mettre entre les mains des parents les meilleurs outils pour suivre le développement de leur enfant, pour éviter d'avoir la situation actuelle qui est de détecter la plupart des troubles du neurodéveloppement de l'enfant à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, alors que des signes précurseurs, des signaux faibles étaient parfaitement évaluables et trouvables pour peu qu'on ait donné l'indication aux parents. Votre enfant ne sourit pas à 1 mois, c'est pas normal. Qui le sait? Même les médecins ne le savent pas. Et pourtant, si on va chercher, si on donne le bon outil aux familles, eh bien, on va voir que les résultats cliniques derrière, en termes de détection précoce, sont très puissants. Et pour cause, dans 2 tiers des cas, ce sont les parents qui font la détection du trouble de développement. Les médecins, c'est que dans 17% des cas. Parce que les parents sont au contact de leurs enfants. Donc certaines applications, il y en a une qui s'appelle Malo, eh bien, elle pose des questions régulièrement à la famille. Est-ce que votre enfant à 3 mois se tient de cette façon-là? Est-ce qu'il vous regarde lorsque vous passez devant lui, etc. Et avec un moteur d'intelligence artificielle, on a une analyse dynamique de ces signaux faibles qui, à un moment donné, peuvent donner un premier niveau d'alerte et donner une attention, voire suggérer une consultation anticipée. Cet outil, il est déjà déployé chez 120 000 familles. Il y a des villes maintenant qui le mettent à disposition de leurs jeunes parents. Et une étude clinique que l'on va publier prochainement chez 50 000 enfants, donc c'est quand même une belle étude prospective avec cette application, a montré qu'on gagne 5 années dans le repérage des troubles du spectre autistique, donc 1 an au lieu de 6 ans et demi, l'âge de repérage, avec confirmation par les médecins consultés. Et puis plusieurs années sur les troubles du type 10, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, les troubles de l'hyperactivité, etc. Tout ça en donnant aux parents l'outil pour bien suivre leur enfant, mais surtout pour les rassurer, parce que dans bon nombre de cas, ils s'inquiètent pour rien et l'application corrige le tir en disant non, c'est normal qu'il ne marche pas à tel âge parce que hop, les explications viennent avec cela. En fait, c'est comme si on avait un pédiatre qui passait tous les mois ou tous les 6 mois vérifier que tout se passe bien et surtout rassurer les personnes. Et l'autre performance de ce type d'outil, c'est aussi d'accompagner les parents et notamment de faire ce qu'on appelle une détection précoce de la dépression du postpartum, qui est une maladie qui peut tout à fait se chroniciser en dépression chronique si elle n'est pas détectée dès les premières semaines. C'est 20% des femmes, après l'accouchement, qui font une dépression du postpartum. C'est la première cause de suicide. Pas rien quand même. Et c'est une cause principale de troubles du neurodéveloppement de l'enfant, parce que si la maman est déprimée pendant 6 mois, en général, le développement de l'enfant va être impacté. Et ce type d'outil qui simplement pose des questions les premières semaines après l'accouchement à la maman sur son état de charge mentale, de stress, etc., en la mettant éventuellement, le cas échéant, en contact avec des forums ou avec des vidéos de jeunes mamans qui ont eu ce problème et qui disent « Attention, si vous avez ces symptômes-là, n'hésitez pas à consulter ». Juste avec de l'information,
eh bien, on a réduit 30% cette incidence des troubles de cette dépression du postpartum. Donc, on n'est plus sur des applications bidons de comptage de pas et points barres où on calcule notre index de masse corporelle et on est content. Non, non, là maintenant, on est sur de la science dure avec des essais qui sont publiés dans des grandes revues et on peut aller plus loin dans la prévention. On a parlé de l'accouchement et de la périnatalité, mais la principale maladie chronique qui va tous nous toucher, si ce n'est pas déjà un peu le cas, c'est le vieillissement. C'est une maladie. OMS 2016, le vieillissement est une maladie. Et pour cause, c'est la principale cause des principales maladies chroniques. Enfin, en tout cas, elles sont associées à ce vieillissement, ces maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Eh bien, considérez qu'il y a maintenant des outils qui permettent de faire une analyse individuelle via le numérique et l'intelligence artificielle de plusieurs domaines de vieillissement, de plusieurs organes simultanément, à partir soit de questionnaires, tout simplement, mais aussi à partir de certaines prises de sang, pour constituer ce que l'on commence à appeler un âge biologique. L'âge biologique, ce n'est pas votre âge chronologique, celui de votre date de naissance. Et vous savez tous qu'on a des camarades qui ont le même âge que nous sur la carte d'identité, mais qui font 10 ans de plus ou 10 ans de moins. Et puis finalement, la réalité des faits apparaît, puisqu'ils meurent 10 ans plus tôt ou 10 heures plus tard que la moyenne. 10 ans plus tard. Donc en fait, ces outils de prévention et d'auto-analyse commencent à se développer via le numérique. Et on a construit un outil que l'on a testé chez des quadras. C'est à mi-vie, à 40-50 ans, que l'espérance de vie se joue le plus. C'est là qu'entre guillemets, il faut éviter faut pas se rater, quoi, en termes de nutrition, en termes de toxiques, etc. Même si effectivement, plus tôt on démarre à l'enfance et meilleurs sont les gains. Mais on a fait une étude avec un simple questionnaire de 5 minutes, 25 questions sur les facteurs de risque divers, l'activité physique, le sommeil, etc. Et puis des tests qu'on peut faire chez soi, comme tenir sur une jambe. Ça paraît tout belle, ça. On ne va pas faire le test maintenant parce qu'on est fatigué, mais testez-vous à la maison. Et si vous faites moins d'une minute sans poser la jambe, c'est qu'il y a peut-être un souci qui va vous prédisposer à faire des chutes 10 à 20 ans plus tôt que la moyenne, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est un des premiers facteurs, en tout cas, de dépendance. Et ça se corrige très bien, parce que si on n'est pas bon, il suffit de s'entraîner 2-3 fois par semaine, et en 2-3 mois, le cerveau fait le travail et corrige. Et si vraiment vous ne corrigez pas, vous allez voir un ORL ou un neurologue, parce qu'il y a peut-être un souci un peu plus profond derrière. Mais vous voyez, ce sont des tests qui sont tout simples, qui sont d'une puissance extraordinaire, et qui sont intégrés dans des outils numériques de prévention. Et ces outils, on les a évalués sur près de 600 quadras actifs, LinkedIn, donc vous voyez, LinkedIn, c'est quand même plutôt des actifs. Et bien globalement, l'âge biologique évalué par ce type d'outils, chez cette population qui avait théoriquement 43 ans d'âge chronologique, l'âge date de naissance, la bonne nouvelle, c'est qu'ils faisaient 3 ans de moins. En même temps, c'est des actifs, etc. Donc, on peut considérer qu'en moyenne, ils avaient 40 ans au lieu de 43. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils étaient plus jeunes que leur âge, entre guillemets, selon ces critères. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'outil calcule le gain potentiel en corrigeant chaque facteur de risque. Et dans la nutrition, on sait très bien que si à 40 ans, vous ne mangez pas bien, aliments ultra transformés, etc., soda, vous perdez 10 années de longévité, c'est quantifié. On peut même quantifier aliment par aliment ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. C'est publié dans le Lancet de l'année dernière. Donc maintenant, on a la capacité de quantifier pour chaque personne le domaine et hiérarchiser les domaines à corriger pour gagner tant de mois, tant d'années, même si ça n'est que statistique. Ça commence à être un peu plus sympathique que dire manger 5 fruits et légumes et courir pendant 5 heures par semaine, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément le domaine à creuser en particulier. Donc ce type d'outils numériques permettent maintenant de personnaliser la prévention et d'éviter ou de réduire l'incidence des fragilités et optimiser cet âge biologique qui est un paramètre important de longévité. Et puis je termine sur la télésurveillance, qui est maintenant l'outil phare et standard dans le monde, puisqu'on a écrit des recommandations internationales l'année dernière indiquant que la télésurveillance, donc le fait d'utiliser des applications pour suivre vos symptômes en cas de cancer et de traitement du cancer, eh bien ces outils ont montré leur efficacité dans 10 études randomisées, avec un bénéfice en survie, en qualité de vie, une moindre incidence d'hospitalisation, une réduction des symptômes induits par les traitements, une meilleure durée et dose-intensité des traitements. Eh bien, en France, là on peut faire un cocorico, la France c'est le premier pays au monde à rembourser 2 applications pour la télésurveillance des patients en cours de traitement, quel que soit le cancer, quel que soit le traitement, et la France paye les établissements pour financer l'organisation qui va avec. C'est-à-dire que vous utilisez un outil de télésurveillance validé, et bien pour chaque patient inclus, l'établissement va recevoir une somme
pour payer l'infirmière qui va gérer les alertes issues du patient, etc. Donc il y a un modèle économique qui va commencer, j'espère, à émerger pour la santé numérique. Pour l'instant, il n'y a que la télésurveillance où vraiment on a une visibilité en termes de modèle économique, parce que tous les autres domaines nécessitent là aussi un investissement, et c'est en cours d'évaluation par les autorités. Voilà, et la santé intégrative est bien sûr la première cible à bénéficier de la télésurveillance, puisque la télésurveillance permet de surveiller tous les domaines physiques, cognitifs, sociaux d'une personne, ses chutes, ses fragilités financières, puisqu'elle remplit des formulaires, et les analyses sont faites par l'équipe soignante et adaptent. Cette équipe soignante va pouvoir adapter, dans le cadre de ce qui se passe à l'Institut Raphaël, la prise en charge de façon personnalisée sur chaque domaine qui mérite attention. Voilà, merci à vous.